Santé au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce lundi, le Royaume-Uni a son nouvel ambassadeur au Togo, Ian Walker, est le nouveau diplomate anglais. Il a présenté ses lettres de créance cet après-midi au président Faure Gnassingbé. Le Togo, désormais membre de l'Organisation de coopération et de développement économique que gagne notre pays à être membre de l'OCDE. On le verra tout à l'heure dans le courant de cette édition. Précise, éloquente, les candidates à la récitation du Saint-Coran ont séduit hier au Palais des Congrès de Lomé. Le concours, 5e édition cette année, a drainer du monde. Vous allez le voir tout à l'heure. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Un nouveau venu donc dans le corps diplomatique chez nous au Togo. Le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni, Ian Walker, c'est son nom. Il est allé présenter ce lundi sa lettre de créance au chef de l'État. Cérémonie cet après-midi à la présidence de la République. Le récit de Jazimna Mbaga. Le Royaume-Uni renforce sa coopération avec le Togo par l'accréditation de son nouvel ambassadeur. Ian Walker, c'est son nom, vient de ce pas présenter ses lettres de créance au chef de l'État. Le Togo et le Royaume-Uni ont des liens historiques qui remontent à l'époque coloniale. En remettant ses lettres de créance au président de la République, Faure Gnassingbé, le diplomate britannique consolide les relations de coopération entre son pays et le Togo. Sa mission ici sera principalement axée sur l'économie, la sécurité et le social. Notre engagement avec le Togo, entre le Togo et le Royaume-Uni, est actuellement amical, sans doute, mais limité. Le Royaume-Uni souhaite renforcer cette relation dans les trois domaines suivants. Tout d'abord, diplomatie économique, investissement et classement. Ça, c'est la première priorité. Par ailleurs, stabilité et sécurité régionale. Et enfin, soutien au secteur social. Nous discutons le développement économique et le domaine dans lequel nous souhaitons nous concentrer et apporter un changement dans le court terme. Nous le faisons déjà avec d'autres pays francophones. À mon avis, il y a beaucoup d'opportunités avec une petite différence pour créer une grande conséquence. Mais ça, c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Nous voudrons soutenir le PND. Nous voudrons soutenir le pays avec le développement. Et ça, c'est la priorité, je dis, avec notre rôle dans votre pays. Le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni au Togo, Ian Walker, a occupé plusieurs postes dans les secteurs des banques et marchés financiers avant d'être promu en 2006 en qualité de conseiller politique au cabinet du Premier ministre de son pays. À partir de 2010, il a dirigé plusieurs départements au ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni jusqu'à sa nomination au Togo. Il est marié et père de 3 enfants. Et toujours au palais de la présidence de la République, le chef de l'État a conféré avec une délégation indienne et conduite par l'ambassadeur Birinder Singh. Nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition sur les images de cette audience accordée par le chef de l'État. C'est officiel, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, le Togo, notre pays, est désormais membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Le président Faure Gnassingbé a répondu favorablement à l'invitation de l'organisation, mais que gagne le Togo à devenir membre de l'OCDE? Les précisions, Pierre Sessou.
un pas de plus vers une mise en œuvre réussie du plan national de développement. À l'invitation de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, le Togo a répondu oui et devient ainsi membre à part entière du Centre de développement de l'OCDE. Par cette adhésion bien voulue par le président de la République, le pays devient également membre du comité directeur du Centre de développement et s'impliquera davantage dans les activités de l'organisation. Le chef de l'État s'est félicité de cette décision de l'OCDE qui ouvre la voie d'une nouvelle vitalité dans ses relations avec le Togo et facilitera un meilleur partage d'expériences en matière de développement. L'OCDE, quant à elle, s'est réjouie de la perspective d'approfondir ses relations avec le Togo. Notamment, il sera question de promouvoir une action internationale coordonnée et innovante pour atteindre les objectifs du développement durable, ODD. Et le Togo fait donc désormais partie des 10 pays africains membres de l'OCDE. Les politiques de l'organisation couvrent dans leur globalité les activités de coopération pour le développement et d'aide humanitaire. Elle établit des principes et des normes internationales pour la coopération au développement et mesure les progrès des bailleurs dans la réalisation de leurs engagements. Son credo bâtit un monde plus fort, plus sain et plus juste. Déjà, on annonce la présence effective du directeur du Centre de développement de l'OCDE, Mario Pesni, au Forum économique Togo-Union européenne de juin prochain. Et voilà, donc nous posons donc la question que gagne le Togo être membre de l'OCDE. Ici, c'est déjà gagné. La Banque mondiale sort de nouveau son chéquier, une nouvelle contribution au budget cette année. On note au passage, cette fois encore, la Banque mondiale a augmenté l'enveloppe. Luc Assis. L'appui budgétaire de la Banque mondiale au Togo connaît une hausse annuelle de plus de 200%. Quasi nul en 2014 et 2015, le montant de l'appui budgétaire en faveur du budget national est passé de 11,3 milliards en 2016 et 2017 à 34,9 milliards en 2018, selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Un appui considérable qui s'explique par les réformes économiques entreprises par les plus hautes autorités togolaises sur ces dernières années et surtout la bonne tenue de la plupart de ces réformes en matière de gouvernance. À cela s'ajoute l'engagement et la volonté accrue du président de la République et du gouvernement à poursuivre un dialogue sur les politiques de réforme avec les partenaires dont la Banque mondiale. Il est à signaler que les multiples réformes déjà opérées par le gouvernement, notamment la suppression ou la réduction d'une dizaine d'impôts et taxes dont la taxe sur les salaires, la taxe sur les véhicules de société, avec l'adoption du nouveau code des impôts. Ceci en vue de décharger les opérateurs économiques. Dans la batterie de réformes, il y a aussi la fusion des formalités et la réduction sensible du coût des droits d'enregistrement et de conservation foncière relative au transfert de propriété. L'effectivité et le renforcement de la télédéclaration et du télépaiement à l'Office togolais des recettes OTR et la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS sont également à relever. Fini aussi la croix et la bannière en ce qui concerne le processus de création d'entreprise. Des facilités sont établies pour les résolutions des contentieux commerciaux et l'accès au crédit. L'institution de Bretton Woods, après avoir conditionné l'éventualité d'un appui budgétaire à la mise en œuvre des réformes économiques, a finalement sorti le chéquier au second semestre de l'année 2018. Une preuve de la bonne coopération entre l'institution et le Togo. Au sortir d'une entrevue avec le président de la République, Faure Sodimna Nyazimbi, en mai 2018, Pierre Laporte, directeur des opérations pour le Togo, a annoncé un montant de 40 millions de dollars d'appui budgétaire en faveur du pays. Selon des indiscrétions, la banque pourrait décaisser un nouvel appui budgétaire en faveur du budget national. Il est à noter que l'appui budgétaire consiste à transférer directement des fonds vers le budget national du pays partenaire qui s'engage pour sa part à poursuivre un dialogue sur les politiques de réforme, à soumettre à une évaluation des résultats et à renforcer ses capacités. Voilà, de l'argent à dépenser, et certes, à bien gérer, surtout au département de l'économie et des finances. Vous le savez, on est strict là-dessus. Comment bien gérer donc l'argent public? Il y a des méthodes et des règles à apprendre. Carmen Madjiaka. La gestion des dépenses d'investissement dans un contexte d'annualité budgétaire
se révèle souvent par un démarrage tardif de l'exécution du budget, la lenteur dans la passation des marchés et dans l'exécution de la dépense. Il importe donc d'affiner la programmation et la budgétisation des investissements des ministères et institutions pour mieux les préparer au passage au budget programme. Une méthodologie a alors été adoptée. Elle est axée sur la déclinaison des investissements en autorisations d'engagement AE et en crédit de paiement CP. Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure à des dépenses pouvant être engagées. Elles sont entièrement consommées dès l'origine de la dépense, c'est-à-dire lors de la signature de l'acte juridique engageant la dépense de l'État. Les AE sont le support de l'engagement de la dépense qui peuvent s'étaler sur plusieurs années, comme par exemple pour les investissements dont la réalisation et le paiement peuvent être échelonnés sur plusieurs exercices. Les crédits de paiement CP, quant à eux, représentent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées au paiement pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement. Les crédits de paiement sont le support de règlement de la dépense engagée au préalable. Dans le cas d'un engagement juridique s'exécutant sur plusieurs exercices, la consommation des crédits de paiement est échelonnée sur plusieurs exercices budgétaires jusqu'à atteindre le total des autorisations d'engagement initiales. Les représentants des différents ministères et institutions de l'État ont été donc outillés sur les principes de programmation et de budgétisation des investissements en AE et CP. La méthodologie autorisation d'engagement AE et crédit de paiement CP va permettre à l'État, selon le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Badanam Patoki, d'améliorer la gestion des finances publiques et de mobiliser plus de ressources pour le développement du Togo. Elle n'est pas candidate aux prochaines municipales, mais la HAC se prépare activement pour le scrutin. L'instance de régulation est en mode champ depuis ce lundi pour regarder de près tous les tests réglementaires pouvant lui permettre de mieux accompagner les prochaines locales. Les précisions avec Edem Soussoukou. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC affûte ses armes pour efficacement coordonner la couverture médiatique de l'élection des conseillers municipaux. Une élection à caractère spécifique selon la HAC, et donc elle prend des mesures idoines afin que les médias publics et privés, surtout de proximité, puissent jouer leur rôle en toute impartialité dans les règles de l'art, et ceci dans le strict respect du code d'éthique et de déontologie du journalisme. La haute autorité va devoir recourir aux médias de proximité. Donc pour pouvoir permettre aux candidats donc, de pouvoir recourir au service de ces radios de proximité, la haute autorité doit prendre des textes. Parce qu'il se trouve que la majorité de ces radios de l'intérieur sont des radios de typologie communautaire. Or, conformément à leur cahier de charge, les radios de typologie communautaire ne sont pas habilitées à faire la politique et de facto à couvrir la campagne. Or, il se trouve que maintenant nous allons avoir besoin de leur service. Donc, il va falloir que nous prenions d'abord un texte pour d'abord les autoriser officiellement à couvrir la campagne. Et ensuite, élaborer un texte spécifique d'abord pour leur expliquer les obligations qui sont les leurs. L'autorité entend donc mettre à la disposition donc, de ces radios de l'intérieur les moyens. Et pour ce faire, il va falloir que nous ayons donc un contrat spécial qui va déterminer les conditions dans lesquelles ils vont donc pouvoir couvrir ces campagnes. Et ensuite, les obligations sont les nôtres. Les défis liés à la gestion efficiente des élections locales du 30 juin prochain poussent la HAC à adopter au moins 8 tests réglementaires. Ces élections locales se tiennent 32 ans après celles de 1987, donc avant la création de la HAC. Vous comprenez donc que nous devons faire preuve d'initiative et d'ingéniosité pour proposer des textes à la hauteur des attentes du peuple togolais. Il s'agira d'examiner le projet de décision portant respect par les médias privés des principes de pluralisme et d'équilibre de l'information pendant la campagne pour les élections locales. Le projet d'arrêté fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion
des émissions et publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias officiels, le projet de décision portant autorisation des radios privées à participer à la campagne électorale pour les élections locales, le projet de décision fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale sur les radios privées désignées pour ces élections, l'examen du projet de code de bonne conduite du journaliste pendant les élections locales, le projet de recommandation relative aux élections locales, le projet de décision fixant les dates et ordres de passage des messages des listes des candidats des partis politiques aux élections locales et le projet de décision fixant les dates et ordres de passage des messages des listes des candidats indépendants aux élections locales. La HAC va aussi actualiser le chronogramme de ses activités au cours de ces élections locales et revoir par la même occasion son budget. Pour ces élections prochaines, le tirage au sort en vue du passage des candidats sur les différents médias se fera en 2 temps. Au niveau national, pour les médias publics, et au niveau régional, pour les radios communautaires sélectionnées. Et il est temps d'y penser dès à présent à comment est organisée une mairie, comment fonctionnent-elles les services d'état civil, autant de préoccupations prises en compte ici à Kara. Vous allez le voir lors de cette réunion. On fait le point avec le point des échanges avec Nestor Moujou, notre bureau à Kara. L'état civil fournit des informations pour l'identification de chaque citoyen dans la société, des données dans les processus de planification et de mise en œuvre des actions de développement. Il joue également un rôle important dans les processus de mobilisation des ressources dans les collectivités locales et dans les processus électoraux. Au Togo, l'état civil est confronté à un dysfonctionnement. Des réflexions sont menées afin de corriger les manquements constatés. Depuis quelques mois, la GIZ met en œuvre un projet dans ce sens. Il s'agit du Prodégol. Le programme décentralisation et gouvernance locale est cofinancé par le ministère fédéral allemand de la coopération et du développement et l'Union européenne. À cette rencontre qui a regroupé les préfets, les présidents des délégations spéciales et les présidents des tribunaux, les échanges ont porté sur l'identification des pistes pour une meilleure collaboration dans la gestion des services d'état civil. Qu'est-ce qu'on va faire pour que le citoyen lambda, quand il arrive, qu'il a aujourd'hui une naissance, qu'il ne souffre pas? La politique du gouvernement, c'est de tout faire pour alléger les étapes, pour aboutir à l'établissement des actes relevant donc de l'état civil. Donc c'est l'occasion aujourd'hui d'échanger sur la question, je voudrais dire l'échange entre les différents acteurs pour que l'on puisse trouver la stratégie indiquée pour moderniser le système de l'état civil au Togo. Les préfets, les présidents des délégations spéciales et les présidents des tribunaux ont passé en revue les dispositions légales en vigueur en matière d'état civil au Togo en mettant un accent sur leur rôle et responsabilité. À signaler également dans l'actualité cette session de formation pour inspecteurs du travail. L'accent ici est mis sur la sécurité, la santé dans le commerce de la quincaillerie. Pourquoi précisément la quincaillerie? Elia Banyandao, de deux éléments de réponse. Les inspecteurs togolais du travail auront très prochainement la lourde tâche de faire respecter les principes et droits fondamentaux du travail dans le commerce de la quincaillerie au Togo. Un domaine dans lequel plusieurs objets sont manipulés et donc à fort risque d'accident de travail. Et c'est justement pour améliorer les conditions de travail dans les entreprises et veiller à ce qu'elles répondent aux règles de santé et de sécurité qu'ils se prêtent à cet exercice de remise à niveau. Dans les quincailleries, il y a les risques qui sont réels, mais qui sont ignorés par la plupart des acteurs. Vous savez, il y a les clous qui peuvent piquer les acteurs, il y a l'amiante qui est servie dans les tubes, il y a les plombs qui sont servis. Donc c'est pourquoi cette formation requiert une attention particulière afin d'éviter les risques qui peuvent causer aux acteurs qui les animent. Après une formation théorique de ce jour, les inspecteurs seront dépêchés sur le terrain pour pouvoir voir concrètement comment se présentent ces risques. Il s'agit de former les inspecteurs du travail pour aller dans l'économie informelle, pour faire respecter les droits fondamentaux, ce qu'ils considèrent eux comme les droits fondamentaux, c'est-à-dire la sécurité, la santé au travail, le travail des enfants
et puis la sécurité sociale. 3 secteurs prioritaires, notamment les BTP, le commerce et l'industrie extractive, ont été sélectionnés au Togo par le Bureau international du travail BIT à travers le projet Gouvernance. Un projet pour améliorer la gouvernance du travail dans les petites et moyennes entreprises et les aider à sortir de l'économie informelle. L'inspection n'avait pas toujours cette expérience du terrain, c'est-à-dire qu'il n'avait pas toujours l'occasion d'aller effectivement rencontrer toutes les réalités qu'il y avait sur le terrain, surtout en matière de santé et sécurité, dans un secteur comme le BTP. Donc on a eu ce privilège d'avoir l'appui d'Expertise France qui a mis des experts à notre disposition pour effectivement donner à ces inspecteurs tous ces outils dont ils avaient besoin pour mieux intervenir dans ces secteurs que le BTP, l'industrie extractive et puis le secteur du commerce. Le projet cible 5 pays d'Afrique dont le Togo et le BIT se félicite déjà des stratégies d'intervention mises en œuvre au Togo dans le domaine le plus accidentogène, notamment les BTP. Et je vous l'annonçais, dans le courant de cette édition, le chef de l'État a conféré avec une délégation indienne conduite par l'ambassadeur Birender Singh au menu des échanges, les relations économiques, les projets de développement entre le Togo et l'Inde. Les précisions micro-TVT de Tazim Nabaga. Things for this year, New Year, and I also congratulated him on the. J'ai eu des discussions avec le président de la République que j'ai félicité pour la tenue des élections législatives. J'ai eu à le féliciter aussi pour les réformes qui font partie de ces initiatives. Sur le plan économique, nous avons apprécié la croissance des importations entre le Togo et mon pays. Le chef de l'État, de son côté, a exprimé sa reconnaissance à l'Inde pour les bonnes relations bilatérales entre les deux pays. Nous avons parlé des projets de développement, surtout dans le domaine de l'extension du réseau électrique et de l'énergie solaire dans 140 localités, domaine dans lequel les appels d'offres ont été lancés pour une enveloppe de 52 millions de dollars. To do whatever is possible to further strengthen our excellent state of bilateral relationship. La suite de cette édition apparaît dans l'Ogo, Glito dans l'Allier, Kamina dans l'Akebou, tous désormais à l'eau potable. Ces 3 localités abritent des mini-adductions d'eau, œuvre du gouvernement remise aux populations bénéficiaires. Voyez le reportage de Sylvain Abdou, présenté par Ferdinand Yazou. De ce robinet jaillit de l'eau potable, une denrée essentielle et indispensable à la vie, ce qui montre à suffisance que l'accès à l'eau potable est désormais un acquis à Akparé, dans la préfecture de Logo. La localité est dotée de mini-adductions d'eau potable, un ouvrage pour réduire le taux de déserte en eau et l'accès aux infrastructures d'assainissement dans cette zone qui regorge des populations aux cultures diversifiées. Le château alimente 12 bornes fontaines avec un débit de 15 mètres cubes par heure. Cette fois-ci, on a accès à l'eau potable, c'est une fête pour nous. Et grâce à cette eau potable, nous aurons eu une santé meilleure parce que nous buvons chaque temps ici de l'eau souillée. Donc avec l'eau potable, nous aurons eu une santé meilleure. Et ça nous permet aussi de faire de longues distances avant d'avoir de l'eau. Et avec l'eau potable, ces distances seront moins pour nous. C'est une fête pour nous aussi. Outre Akparé, Glito dans la préfecture d'Anié et Kamina dans l'Akebou. Ces localités ont été également dotées de ces mini-adductions d'eau, un engagement du chef de l'État pour mettre fin aux difficultés d'accès à l'eau potable. Les ouvrages sont réalisés dans le contexte du projet hydraulique villageoise et cofinancé par la Banque islamique de développement et l'État togolais. Des ouvrages à travers lesquels les populations bénéficiaires expriment leur enthousiasme pour l'accès à cette source vitale. Nous voulons remercier le chef de l'État, le président Faure Gnassingbé et son gouvernement qui a pensé à nous, population de Glito. Et vous savez comment les femmes souffrent pour obtenir de l'eau. Et aujourd'hui, nous avons les robinets, nous sommes très fiers. Nous disons un sincère merci au chef de l'État qui ne nous a pas oubliés, nous a rendu cet ouvrage. Sinon, avant, on souffrait trop. Mais je crois qu'avec ça, là, ça va beaucoup nous servir. Une chose est de réaliser.
Une autre est d'amener les populations à une gestion efficace et efficiente des ouvrages. Des mécanismes sont mis en place pour assurer leur pérennité. Là, il y a un comité d'eau qui a été formé et qui prendra d'abord en charge, disons, la gestion des installations. Avec le temps, la gestion peut évoluer pour que, disons, la TDE, pourquoi pas, prenne la relève et pour la gestion des installations. À travers cet engagement, le gouvernement veut réduire significativement les difficultés d'accès à l'eau potable pour qu'en 2030, toutes les populations rurales et semi-urbaines puissent avoir accès à cette denrée rare pour l'atteinte des objectifs de développement durable. PND, en 2022, l'accès à l'eau potable à hauteur de plus de 70%. Et s'il plaît à Dieu, jusqu'en 2030, nous allons atteindre 100%, comme l'indiquent les objectifs de développement durable. Les populations sont très enthousiastes, elles sont heureuses et elles sont contentes d'avoir reçu cet ouvrage et elles nous ont promis de l'utiliser à bon escient et surtout de prendre soin de cet ouvrage important pour la vie d'un être humain. Cette tournée entamée il y a quelques jours dans le contexte du projet BID 3 a permis au ministre délégué auprès du ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise de remettre 6 mini-addictions d'eau à 6 localités bénéficiaires des plateaux et de la maritime. Le reste des ouvrages, notamment ceux d'Amakpapé dans le Hao et Agbadome dans le Zior, seront réceptionnés dans les jours à venir. Le reste de l'actualité est limité, sa vitesse marquée l'arrêt au feu rouge, pas trop de risques, dit-il avec sa moto, ça pourrait bien réduire le nombre d'accidents sur nos routes. Ainsi parle Dozy aux émigrants, conducteurs de taxi-moto en session de formation. La séance du jour, Ferdinand Diassoir. Des chiffres alarmants pour le bilan 2018 des accidents de circulation au Togo. Le second semestre de l'année a enregistré à lui seul 2914 accidents de circulation avec plus de 306 morts des motocyclistes pour la plupart. Une situation qui interpelle tous les acteurs et qui nécessite un autre regard dans le secteur des automobiles à deux roues. Les conducteurs de taxi-moto de la région maritime et de Lomé commune sont ici à l'école du code de la route. C'est une initiative de la délégation à l'organisation du secteur informel Dozy qui veut non seulement réduire ce taux d'accident, mais aussi et surtout professionnaliser le secteur des taxi-moto. Depuis quelques années, la Dozy s'investit dans la protection des vies humaines, notamment celles des conducteurs de taxi-moto, mais également de tout usager de la route. Parce qu'il est évident que si vous connaissez le code et que vous ne cognez personne, on peut quand même vous cogner. Et donc c'est pour ces raisons-là que nous avons tenu au niveau de la délégation à l'organisation du secteur informel de nous intéresser à la problématique des accidents de la route, notamment ceux qui touchent les conducteurs de taxi-moto ou plutôt de tous ceux qui conduisent les motos sur nos différentes routes. Nous allons former au cours de cette session près de 400 conducteurs de motos. Au programme, 3 jours de formation théorique et 2 jours de pratique, le tout sanctionné par un examen de permis de conduire catégorie A. Cette vague porte à 1400 le nombre de conducteurs de taxi-moto bénéficiaires sur toute l'étendue du territoire national. Nous constatons de jour en jour que le métier de Zémilian devient prolifique. Donc cette formation est la bienvenue. Tout usager doit connaître le code de la route pour éviter des accidents de circulation. Au cours de cette formation, on a acquis beaucoup de choses, notamment comment utiliser les voies. Je compte vraiment mettre la formation en application. Outre la formation, la Dozy accompagne également les bénéficiaires dans l'obtention des cartes d'opérateurs économiques délivrées par le Centre des formalités des entreprises CFE. L'objectif est de faire d'eux des entrepreneurs à part entière.
Allez, on termine ce soir sur la 5e édition du concours de récitation du Saint-Coran, version femme. C'était hier dimanche, je vous l'annonçais, dans un palais des congrès de Lomé, noir de monde, précise et éloquente, avec au passage de belles voix. Les candidates ont toutes ou presque séduit. Le récit, Ulrich Amégan, Medina Salami. Des voix féminines qui salmodient la parole d'Allah, c'est le concours féminin de récitation du Saint-Coran. Ici, la mémorisation des versets et le respect de la grammaire sont les règles du jeu. Ces 42 candidates à ce concours sont pour la plupart mères de famille. À l'issue, les 2 meilleures des 6 catégories ont été primées. Je remercie Allah le Tout-Puissant de m'avoir donné cette chance d'être première l'année passée et cette année aussi. Par exemple, cette année, j'ai participé en catégorie Fusilat. L'an prochain, c'est Yassine, Inch'Allah. Ce concours est à 105e édition, une initiative de l'association Lumière des femmes au Togo pour inciter ses membres et les femmes en général à l'apprentissage du Saint-Coran. Nous les femmes au foyer, nous ne faisons pas d'effort à l'apprentissage du Coran. C'est pourquoi nous avons organisé ce concours pour motiver les femmes mariées à la recherche du savoir. La particularité aujourd'hui de ce concours, c'est que le concours a transcendé les frontières togolaises. Nous avons vu les gens venir du Ghana, du Bénin, du Niger, qui ont concouru, et puis vaillamment, avec l'espoir que les prochaines éditions seront encore plus au top que celles que nous avons vécues aujourd'hui. Créée il y a 10 ans, l'association Lumière des femmes au Togo mène des actions d'éducation et de sensibilisation des femmes en vue de leur épanouissement. Quelques communiqués avant de refermer cette édition. Communiqué de la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de la dernière vague des opérateurs de saisie et qui n'ont pas encore été déployés, qu'ils peuvent consulter les deuxièmes listes sur le site internet de la CENI à Togo 2000 et dans les sièges des CENI. Les intéressés sont priés de se présenter impérativement dans leur CENI d'affectation au plus tard le mardi 14 mai 2019 à 14h pour l'initialisation des kits en vue de leur déploiement dans les différents centres de révision et de vote. Le président a remercié chacun et chacune pour leur mobilisation. Il est porté à la connaissance des occupants de l'ancien site de CIAE, propriété de la SAZOF à Béchobé, qu'une opération d'identification des occupants se déroule actuellement à la préfecture du Golfe et se poursuit jusqu'au 17 mai 2019 à 12 heures, délai de rigueur. Ainsi, tous ceux qui sont concernés par des clôtures, les magasins, les autres installations sur ce site sont priés de se présenter au secrétariat général de la préfecture du Golfe pour se faire identifier en vue des démarches et pour la libération du site. Passé ce délai, l'administration préfectorale prendra ses dispositions. Et puis, le ministre de la Défense et des anciens combattants communique les candidats dont vous pourriez consulter les noms dans le quotidien national Togo Presse, retenus lors du recrutement militaire qui s'est déroulé du 1er au 28 septembre 2018 sont convoqués au Centre national d'instruction des forces armées togolaises de Kara, munis de leur titre de convocation et de leurs pièces d'identité. Le mercredi 15 mai 2019 à 6h pour le début de la formation militaire. Tout candidat qui ne se présentera pas sera considéré comme un démissionnaire. Vous pourriez donc consulter les noms dans le quotidien national Togo Presse. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Niamey au Niger. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, une belle soirée.